Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du temps réel et Bash, des architectures Bash et temps réel. Comment choisir une architecture Bash et temps réel? Alors, c'est quoi une architecture déjà Bash? C'est une architecture qui traite les données entrées tant qu'il n'a pas épuisement de la source. Et ne produira qu'un résultat en sortie uniquement à la fin du traitement du lot en entrée. À côté d'elle, on va regarder les architectures temps réel. Les architectures temps réel, ce sont des architectures qui traitent les données en entrée et produisent un résultat en sortie au fil de l'eau. Dès qu'il y a une entrée, elle est traitée. Il y a un résultat en sortie. Alors, comment choisir entre les deux architectures? Avant ça, nous allons comparer les deux architectures. On va commencer à regarder les architectures Bash, comment elles sont construites. Dans les architectures Bash, on distingue deux types de Bash, les Bash de transfert et les batchs de traitement. C'est quoi un batch de transfert? C'est une opération qui consiste à transférer la donnée d'une application à une autre ou d'une base de données à une autre. Et l'exemple, ça peut être la comptabilité vers la facturation, le pointage vers la paie. On n'est pas payé tous les jours au quotidien, on est payé à la fin du mois. Donc il faut le transfert des informations de l'application de pointage vers l'application de paie est fait par une opération de batch de transfert. Ça peut être quoi? Un stockage persistant. Là, ici on aura un stockage persistant qui peut être quoi? HDFS, Hadoop Data File System, dans le monde des big data. Une fois que les données sont stockées de façon persistante, on aura un batch de traitement qui consiste à traiter les données stockées dans l'HDFS. Et les traiter, ça va être quoi? On peut faire du typage, on va renommer, on va corriger des erreurs de frappe. Et une fois que ces données sont traitées, on va les structurer, par exemple ces données, ils vont être stockés dans une base de consommation, une base de service, de saving layer ou de saving storage, qui par la suite va être interrogée et où on pourra sortir des résultats. Dans le cas ici, ça peut être la facture, les fiches de paie. Les fiches de paie sont émises à la fin du mois. Elles sont pas émises au quotidien. Vous n'êtes pas payé en temps et en heure. À côté de ces architectures, on a des architectures temps réel. Comment elles fonctionnent côté temps réel? Côté temps réel, on n'a pas un temps réel de transfert, on a uniquement un temps réel de traitement. Donc, les architectures, les systèmes temps réel sont des systèmes qui ne font que du traitement temps réel. C'est bien pour ça que dans le monde du temps réel, il faut toujours le coupler avec des systèmes de stockage persistants, car elle ne stocke pas la donnée, elle reçoit et la traite immédiatement. Donc, les données vont être stockées dans un stockage de transit, en fait. Ce n'est pas une base persistante, telle que Kafka par exemple. Puis on aura un système de traitement au fil de l'eau, comme Spark Streaming, qui viendra consommer ces données, les traiter, les nettoyer et les stocker dans une base de saving layer, et par la suite ces bases de saving sera interrogées pour nous fournir un résultat. Ça peut être quoi?
la recharge de crédit télécom. Lorsque vous allez recharger votre téléphone, vous avez besoin du crédit immédiatement. On vous donne pas le crédit à la fin du mois. Donc, c'est bien pour ça qu'on a besoin d'un traitement temps réel. Les incidents en usine ou sur un train, on n'a pas besoin d'attendre, on n'attend pas qu'il y ait un accident pour intervenir. Lorsqu'on met des capteurs, c'est pour nous informer à temps réel de l'état de santé de notre train ou du chemin de fer. Ce qui permet de passer le train ou le chemin de fer d'une catégorie verte à une catégorie orange ou rouge et demander au conducteur de train de s'arrêter. Voilà l'intérêt du temps réel. Et là, on est dans le monde de l'Internet des objets connectés, on est là dans le monde de la prédiction des événements et donc le monde de la data science. Donc voilà. Alors comment choisir ce que je disais tantôt, on était dans le monde de l'Internet des objets connectés. Donc comment choisir aujourd'hui? Le choix de l'architecture et des technologies dépend des besoins métiers. Comme ça a toujours été dans le décisionnel, que ce soit le décisionnel le décisionnel pris par l'humain, réalisé par l'humain, c'est l'humain qui prend la décision, ou le décisionnel, c'est la machine qui prend la décision. C'est toujours le choix dépend des besoins. Si vous développez, vous avez mis en place des applications d'IoT, d'Internet des objets connectés, vous êtes forcément dans le monde du temps réel. Si, par contre, et après, vous pouvez être dans le monde des Internet des objets connectés et ne pas vouloir faire du temps réel, faire du batch. Tout est possible. Ça dépend de vous. Ça dépend des besoins que vous voulez faire. Le bon compromis serait de trouver une solution entre les deux. C'est-à-dire, faire cohabiter les deux. Une architecture des infrastructures batch et temps réel. Les infrastructures batch pour tout ce qui va être traitement batch et tel que Hive, et des infrastructures temps réel pour tout ce qui va être traitement temps réel. On aura du Kafka, du Spark Streaming, du Logstash, du Fumer, d'Elasticsearch. Donc voilà comment on trouve le bon compromis en faisant cohabiter les deux. On a des architectures lambda, SMAC en big data qui représentent bien ce type d'architecture de cohabitation. Pour conclure, je vais répondre à la question qui m'a été posée par un ami. A-t-on besoin des big data pour réaliser une analyse avancée? Très souvent, les gens vont vous répondre, et d'ailleurs dans la littérature, je précise bien francophone, c'est toujours... ils vous diront, on n'a pas besoin des big data, des données immenses pour faire une analyse. C'est vrai et en même temps c'est faux. Je dirais aujourd'hui c'est plus faux que vrai. Lorsque vous avez par exemple des données provenant d'un ERP, d'un CRM, d'une application d'entreprise, ce sont des données asymétries naturelles, qui ont une asymétrie, une corrélation naturelle, parce que ce sont des données qui proviennent des systèmes opérationnels que vous entrez, qui sont connus, maîtrisés. Donc, à partir de ces données, juste un échantillon vous permet de mener une analyse et d'avoir des résultats cohérents. Vous pouvez opérer de la prédiction, de la segmentation sur ce type de données, et vous aurez des résultats parfaits. Mais aujourd'hui, les entreprises ne se contentent plus de ces données provenant des bases opérationnelles. Ils ont besoin de récupérer des données provenant des réseaux sociaux. Ils ont besoin de récupérer des données provenant de la météo. Les actuaires en ont besoin pour pouvoir prédire aujourd'hui, pouvoir calculer, segmenter le client pour savoir les risques, pour pouvoir évaluer les risques. Donc, dès que vous introduisez
de l'open data, des données externes, à vos données asymétriques, vos données deviennent des données symétriques. Vous créez une symétrie entre vos données. Des données symétriques, il est impossible. D'ailleurs, je ne connais pas un algorithme qui permet de faire de la prédiction sur des données symétriques. D'ailleurs, ça n'a pas encore été inventé, peut-être certains pourront l'inventer. Donc, dès que vous basculez dans ce monde-là, vous détruisez la symétrie de vos données et donc vous avez, pour retrouver cette asymétrie qui va vous permettre d'appliquer vos prédictions de classe, vos prédictions de valeur, vous avez besoin d'un volume de données important. Ce volume de données important va vous permettre de retrouver une asymétrie artificielle. Ça peut être des données provenant de métaux, des accidents sur la route. Il faudra pour retrouver une asymétrie, un volume important pour que le système puisse retrouver une certaine corrélation entre les données. Et c'est par la suite que vous pourrez désormais avoir des mêmes résultats qu'on avait avec cet échantillon. Une stratégie trouvée souvent par les actuaires lorsqu'ils faisaient, c'était de ne pas analyser, puisqu'on n'avait pas encore des systèmes, des technologies big data capables de traiter ces gros volumes de données. On analysait plutôt la composante principale, mais effectivement, cette approche-là, c'était l'approche d'hier. Aujourd'hui, on a des systèmes capables de produire des technologies capables de traiter des gros volumes de données. Donc, on n'a plus besoin d'analyser juste une composante de nos données, parce que même si elle apporte des résultats plutôt intéressants, avec un volume de données important, on arrive à des résultats beaucoup plus précis. Donc, dire que aujourd'hui, tel que c'est écrit sur la plupart, dans la littérature aujourd'hui, dans beaucoup de littérature francophone, que pour analyser, on n'a pas besoin d'un volume de données important pour réaliser une analyse. Il faut bien le situer. Nous parlons de quelle époque? L'époque d'aujourd'hui ou l'époque d'hier? Parce que si c'était dans l'époque d'hier, en intégrant des données de l'open data d'aujourd'hui, j'aimerais bien comprendre comment, à partir des technologies anciennes, des gens arrivent à faire de l'analyse avancée. Donc, on a besoin, lorsque on a des volumes importants, il faut basculer, changer de technologie pour pouvoir mener à bien une analyse avancée, avoir des résultats pertinents. Donc, pour terminer la question, pour revenir à la question, batch ou temps réel. Batch ou temps réel, ça dépend de vos sources de données. Quel type de données vous avez? Avez-vous des données qui nécessitent du temps réel et un besoin de temps réel, ou des données qui nécessitent que du batch? C'est à vous de voir et choisir la solution qui vous convient. Merci et à la prochaine vidéo.